Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes de retour depuis l'auditorium du Paris Saint-Germain et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Guillemin, qui est le formateur au sein du groupe ICS Saint-Maur. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour. Pour une conférence très intéressante qui s'annonce sur l'intelligence artificielle, l'IA. Globalement, l'IA qui est un petit peu au cœur de tous les sujets de discussion en ce moment. Et la thématique de cette conférence, c'est l'IA dans l'univers des études supérieures. Alors évidemment, vaste question, mais cette question, vous la voyez au quotidien, c'est votre métier pour le coup. Vous êtes l'un des experts dans cette thématique de l'IA, et également l'IA appliquée aux études supérieures. Absolument. L'IA en soi, pas de manière absolument technique et ingénierie, mais vraiment sur comment on peut intégrer, comment on doit intégrer aujourd'hui l'IA dans tout notre environnement quotidien, et en particulier sur celui des études supérieures, puisque c'est un outil que tout le monde connaît, que tout le monde utilise souvent sans le savoir, et qui pourtant est mal maîtrisé, mais qui va être incontournable et de plus en plus incontournable, je dirais pas dans les prochaines années, mais désormais à vie, puisque c'est une révolution. On considère que c'est la 5e révolution que nous connaissons en termes d'humanité. La première, c'était le feu, la deuxième, la roue, la troisième, l'électricité, la quatrième, l'arrivée d'Internet. Et l'IA est la 5e grosse révolution qu'on connaît et qui va tout bouleverser dès demain. Alors, un petit mot sur votre parcours, Nicolas, pour le public. Oui, alors moi je viens du tourisme au départ, donc 20-25 ans de tourisme, et puis toujours la formation en parallèle, essentiellement sur les domaines qui m'intéressent et que je maîtrise plus particulièrement, le management, le marketing, sur différentes écoles et en négociation évidemment, notamment avec ICS, dans un environnement particulièrement bien encadrant pour les étudiants, et puis également avec l'INSEP, nos sportifs de haut niveau qui ont besoin de se former à l'après-carrière sportive. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Nicolas, parce que le sujet est dense, l'IA. On ne va pas pouvoir tout aborder, d'ailleurs, de ce sujet-là pendant la demi-heure qui nous intéresse. Mais on va commencer avec la première génération d'IA. Alors, on va vous diffuser les slides derrière. Robinson, si tu peux avancer dans les slides, s'il te plaît. Donc, il y a évidemment, donc ça c'est sur les thématiques globales. Abordons donc sur les évolutions de l'IA, puisqu'aujourd'hui on a 5 générations d'IA. C'est bien ça, Nicolas. Donc, les évolutions de l'IA, globalement, c'est la slide d'après Robinson. La première génération, globalement, les moteurs de recherche, si on devait résumer, c'est un petit peu déjà la première génération de l'IA, Nicolas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer différentes classifications. Là, on va faire beaucoup de vulgarisation pour que ce soit clair pour tout le monde, pour en décrire les contours, sans utiliser forcément de notions trop techniques qui n'intéressent pas forcément les uns et les autres. La première génération d'IA, c'est quand on a commencé à utiliser les moteurs de recherche. Vous avez une requête sur Google, vous posez une question, vous dites quelque chose, vous avez différents sites qui vous sont proposés. Nous sommes déjà dans l'intelligence artificielle, puisqu'on a demandé à quelque chose qui n'était pas humain de trouver des résultats pour vous. D'accord ? C'est un peu l'antithèse de vous allez en bibliothèque et la bibliothécaire va vous aider à trouver vos bouquins. Pour les quelques déjà anciens d'entre vous ou de parents, il y avait le Quid à l'époque qui nous permettait d'avoir une base de données assez synthétique sur beaucoup de choses. On est un peu dans ce système encyclopédique. Vous avez également d'autres choses sur la première génération, les chatbots, les tout premiers chatbots, avec des requêtes qui étaient assez simples, et si vous les avez un peu testées, vous avez les mêmes types de réponses qui reviennent systématiquement pour tout un tas de requêtes, mais on est déjà dans l'idée que on va essayer de personnaliser quelque chose et s'occuper de vous. Vous avez peut-être déjà essayé AWix également, pour créer des sites web de manière extrêmement simplifiée, pour pas dire simpliste dans certains cas. Vous avez des templates qui sont déjà créés, qui vous permettent de manière assez simple, assez facile, voire ludique, de pouvoir générer des choses facilement. En 1 heure, vous pouvez faire un site web de 5-6 pages. Vous êtes aussi sur de l'intelligence artificielle. Et puis, toutes les plateformes de streaming. On va être clair, quand vous êtes sur Netflix qui vous propose, en fonction de ce que vous avez regardé, des suggestions personnalisées, quand vous avez fini une playlist sur Spotify et on continue à faire diffuser des musiques qui correspondent grosso modo à ce que vous avez écouté, c'est que vous avez une intelligence derrière qui étudie ce que vous écoutez et qui va essayer de comprendre votre consommation de musique, qui la rattache à tout ce que les autres ont consommé comme musique, comme vous, et ce qu'ils ont écouté ensuite, pour vous proposer des contenus similaires.
Alors, ça, c'est pour la première génération. La deuxième, évidemment, c'est celle qu'on connaît actuellement. C'est un peu la génération ChatGPT. C'est la génération de l'intelligence artificielle générative. C'est bien ça, Nicolas? Elle est générative parce que, effectivement, on considère que c'est une intelligence qui dépend de vos requêtes encore. Donc elle génère des résultats en fonction de ce qui lui a été demandé. C'est pour ça qu'on l'appelle générative, qui est le terme générique qui a été communément admis dans la communauté. On va vous montrer la slide dans quelques instants. Tous les supports d'IA classiques, c'est ChatGPT, que tout le monde connaît ou devrait connaître, ou fait semblant de ne pas connaître, de n'avoir jamais utilisé. Alors, qui a déjà utilisé ChatGPT dans la salle? Levez la main. Ok. Autre question, qui l'utilise tous les jours? ChatGPT, levez la main. Ok. Et qui utilise d'autres IA que ChatGPT parmi ceux qui utilisent celle-ci? Ok. Vous utilisez quoi comme autre IA? Gemini, Gamma, ok. Bon, il y a déjà quand même un usage, donc on va déjà en dehors de ChatGPT. Donc déjà un sondage qui est très clair. Tout le monde connaît maintenant, quasiment. ChatGPT, parce que c'est une question de communication et de marketing, tout simplement. Gemini, qui va prendre aussi des parts de marché rapidement. C'est simple, c'est que Google, donc ça appartient à Google. Google n'y a pas cru, l'intelligence artificielle, au début. Donc ils se sont dit, ils avaient créé BERT, BERT, donc on va aller là-dedans, mais de manière assez simpliste, pour des requêtes très basiques. Et finalement, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté, ils ont créé Gemini, qui est assez comparable à GPT. Après, encore une fois, une AI, il faut l'interroger beaucoup, on le reverra, parce qu'elles ont tous spécialisé dans certains domaines. Moi, je vous ai cité Claude, ici, qui fait aussi également beaucoup de choses, mais qui est particulièrement bon sur les aspects chiffrés. Vous pouvez faire analyser un bilan et un compte de résultat par Claude. Il peut vous donner un business plan sur 3 ans, sur 5 ans, pour un domaine, une activité, en fonction de votre localisation, en 4 secondes. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez performant. Perplexity, qui est quelque chose qui va prendre de l'ampleur aussi, qui lui ne génère pour le coup pas d'image par rapport à ses concurrents. Et ChatGPT 4, donc on va finir par lui, que vous connaissez un peu, mais mal. Tout est une question de requête. Tout dépend de ce que vous allez demander à l'intelligence. Elle peut à peu près tout vous dire, mais elle peut à peu près tout vous dire mal. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait être vigilant sur GPT-4, qui est sorti donc là il y a à peu près un an, et qui a bouleversé l'usage de l'AI en introduisant justement la boîte de dialogue. Je ne sais pas si vous avez fait le test. Si vous souhaitez bonne année à votre intelligence artificielle sur ChatGPT, il vous souhaite une bonne année, personnellement, professionnellement. Si vous connaissez un petit peu, il vous appelle par votre nom. S'il connaît la boîte dans laquelle vous travaillez, vous êtes étudiant, il vous souhaite réussite dans vos études ou au sein de votre entreprise, etc. Donc on commence déjà à être dans quelque chose d'un peu étonnant. Donc IA générative, ça marche encore avec des requêtes. Il faut solliciter l'IA. Il y a quand même une démarche de l'utilisateur. Ça marche encore avec des requêtes. J'avais mis les exemples ici de la recherche d'emploi. Vous pouvez très bien renseigner sur cette intelligence. Voilà, voici mon CV. Je postule pour telle offre d'emploi. Aide-moi à générer ma lettre de motivation. Alors on n'a pas dit faire la lettre de motivation à la place, puisque maintenant toutes les écoles ont des systèmes qui permettent de déceler si ça a été fait par l'AI. Moi-même en cours, je l'utilise. Donc il n'y a rien de plus catastrophique que d'avoir les mêmes formules qui sont dans toutes les lettres de motivation. Mais c'est ce que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il peut générer une lettre de motivation qui soit mollement personnalisée, surtout en version gratuite, évidemment, puisqu'ils ont tous une version payante qui permet d'envisager d'aller plus loin. Une offre touristique, moi qui suis de ce monde-là, vous voulez monter un circuit de 14 jours à La Réunion pour des clients, vous ne maîtrisez pas La Réunion, ou vous ne maîtrisez pas le Sri Lanka et vous avez des gens qui viennent dans votre agence pour vous en demander. Comment vous montez ça en place en quelques minutes? Simplement, l'intelligence va vous permettre non seulement de savoir quel parcours il faut faire dans quel ordre, quels sont les centres d'intérêt à chaque fois. Si vous lui demandez ensuite de préciser je veux des hôtels 4 ou 5 étoiles, il vous les propose et il va vous indiquer en fonction de la typologie du client ce qui lui est le plus approprié. Et il va, grosso modo, faire ce travail de défrichage qui est indispensable.
On parlait avec ICS, on parlait essentiellement de négociation. La négociation, grosso modo, on en reparlera, mais c'est 3 choses. C'est la segmentation, savoir qui sont les clients, les prospects, les clients potentiels. Ensuite, on est vraiment sur la base de données, le démarchage pour essayer de trouver qui pourrait être réellement ses clients. D'accord, ce qu'on appelle la prospection. Et enfin, c'est la démarche de contact et de négociation. Sur cette démarche de prospection, qui est longue, de chercher qui pourrait être des clients par rapport à ce qu'on a envisagé comme segmentation, l'outil peut vous permettre en quelques secondes, quelques minutes, en fonction de vos différentes requêtes, de trouver une base de données solide, fiable et utilisable. Pas seulement des entreprises, mais savoir dans chaque entreprise quelle est la personne appropriée, quel est son numéro, son profil LinkedIn, ce qu'elle a pu faire comme interview ou comme vidéo ou comme article dans les journaux. Et en fonction de ça, vous dressez le profil de la personne que vous allez contacter pour pouvoir lui correspondre le mieux possible. Aujourd'hui, l'IA vous permet déjà ça. Et demain, la 3e génération d'IA, c'est l'IA générale, c'est ChatGPT 5, ça va encore plus loin, évidemment. Alors, on va vous mettre la slide, Robinson, s'il te plaît, sur la slide suivante. Là, c'est compliqué. Ça va encore plus loin. Là, c'est compliqué. On va commencer à se poser pas mal de questions parce que ChatGPT 5 est déjà en phase de test, notamment aux États-Unis et auprès de différents experts. Là, on passe un cap. On est vraiment sur quelque chose qui va être beaucoup plus costaud. Je reprends les exemples que j'ai donnés juste avant. La personne qui avait une requête de lettre de motivation pour recherche d'emploi, l'intelligence, là, va commencer à avoir une réflexion par elle-même sans qu'on lui pose des questions. C'est pour ça qu'elle n'est plus générative, mais qu'elle est quasiment autonome sur certains aspects. Quasiment. Vous vous demandez de faire la lettre de motivation, elle vous dit « Ok, voilà la lettre. Du coup, j'en ai compris que tu recherchais du boulot dans tel domaine. J'ai bien analysé ton CV. J'ai regardé les offres d'emploi. J'ai postulé. Et on a même vu dans les tests certains cas aux États-Unis. J'ai passé un premier entretien par téléphone. Et le deuxième est lundi prochain. Je l'ai passé avec succès. On est vraiment directement dans ces questions-là. Je reprends le même exemple, celui du tourisme. On était donc sur l'exemple de la Réunion avec un autotour qui permet de mâcher un peu le travail sur comment le planifier et l'organiser. Il y a un petit bouton en plus sur le côté qui va dire « Ok, j'ai posé des options dans les hôtels, parce que je pense que ça et ça te correspondra le mieux. J'ai posé des options sur les vols. J'ai posé des options sur telle et telle chose. Tu cliques là, tout est fait. » Et là, effectivement, on va arriver sur la question des différents métiers. Comment travailler avec cet outil, mais on arrive sur quelque chose qui va être effectivement beaucoup plus poussé. J'ai cité également le cas de... Alors, GPT-5 n'a pas de date de sortie prévue. D'accord ? On sait que ça devrait être en 2025. Il n'y a pas de date de sortie, mais on est déjà dans quelque chose qui va être extrêmement puissant, notamment dans sa version payante, qui n'est pas très chère, mais qui est toujours utile pour les professionnels qui l'utilisent potentiellement au quotidien. Google SGE. Google SGE, c'est une autre intelligence qui sera de la même nature que ChatGPT 5. On a bien compris que Google avait Gemini pour la version grand public et simplifiée, et Google SGE derrière, qui va être quelque chose de beaucoup plus puissant. Vous allez porter une requête sur l'outil. L'outil va choisir des articles, comme il le fait sur Google, sauf qu'il va faire lui-même la synthèse de ces différents articles et proposer une synthèse déjà construite. Et donc, effectivement, ce que ça va impliquer derrière, c'est que les sources des articles vont être mises en tout petit sur le côté en haut à droite. Par contre, derrière, il va y avoir une chute de fréquentation du web. Dans les 2 prochaines années, les sites web, certains vont s'écrouler, parce que les gens ne vont plus consulter que les synthèses et n'ont plus besoin d'aller sur 5 sites différents pour faire la synthèse de ce qu'a déjà fait l'IA pour elle. C'est assez logique. Et donc, encore une fois, je cite Perplexity, parce que c'est un modèle qui est assez intéressant, qui est assez ouvert, et qui fait très attention notamment à la partie écologie et empreinte carbone, ce qui est un vrai enjeu, puisqu'aujourd'hui, une requête sur l'IA consomme, je crois, 14 fois plus qu'une requête Google classique. C'est la consommation d'une ampoule de 15 volts pendant 10 heures, chaque requête. Il y aura un vrai enjeu, effectivement, à terme, quand tout le monde va l'utiliser. Oui. Bon, déjà, pas mal de monde l'utilise aujourd'hui. Bon, alors là, ça, c'est demain, chez GPT-5 2025. Bon, la phase d'après, c'est
c'est presque la phase terminale, c'est l'IA supérieure à l'homme, c'est l'IA qui, au final, nous dépasse, nous remplace peut-être? C'est l'IA qui ne devrait pas nous remplacer. Alors, il ne faut pas être ni alarmiste, ni naïf. Tous les gens qui expliquent mais non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, tout va bien, etc. Tout va bien, je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas la question, puisque de toute façon, l'outil là, il faut faire avec. Donc, autant essayer de le dompter, de le maîtriser, de le comprendre. Sinon, le risque, c'est de le subir de toute façon. La question derrière, c'est l'intelligence dite supérieure. En gros, c'est Terminator. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on pose la question quel est le maillon faible, c'est l'humain. Donc, on enlève l'humain, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est à terme, c'est forcément ce qui peut arriver si l'outil n'est pas ou mal maîtrisé, mal géré, etc., n'est pas cadré. C'est une vraie difficulté qu'on risque de rencontrer. Aujourd'hui, l'IA fait des erreurs, mais elle en fait de moins en moins, elle se corrige extrêmement vite. Encore une fois, il y a tout un tas de métiers pour lesquels on peut se poser beaucoup de questions. On ne sait pas forcément vers quoi ça va aller. Donc il y aura une refonte totalement de la façon de travailler, du service client, de la production. Il y a des métiers qui vont disparaître, évidemment, comme il y en a qui ont disparu avec l'arrivée de l'électricité, et puis il y en a d'autres qui vont apparaître, pas forcément dans les technologies d'ailleurs, mais qui auront un essor considérable. Alors, on a fait une slide justement pour montrer ce que l'IA permettra demain sur les différents usages pro, perso, jusqu'où ça peut aller. Enfin, on va dire que c'est infini le potentiel d'évolution de l'IA qui peut interagir quasiment sur toutes les phases sociales, économiques, professionnelles. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être intégré et doit être intégré dans notre vie quotidienne. Alors de façon professionnelle, ça paraît assez évident. On le voit, je crois, sur la prochaine slide. La recherche d'informations et le tri, ça, on maîtrise bien, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Le tri, ça peut être de plein de choses. Comme j'explique juste en dessous, le tri de candidats. Si vous êtes en management, en recrutement, et que vous recevez tout un tas de candidats par rapport à un profil type que vous recherchez par rapport à un poste, par rapport à vos fiches, l'IA peut permettre de faire un tri et de ne pas passer à côté d'un candidat intéressant que l'humain peut zapper pour une raison simple, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'est pas bien réveillé, parce qu'il a passé une mauvaise soirée, parce qu'il est malade, parce qu'il a autre chose en tête avec du stress et peut-être des échéances qui lui prennent pas mal de tête dans le cerveau. Il peut y avoir tout un tas de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement très utile. Je parlais de l'optimisation des plannings. Dans une entreprise, il n'y a pas beaucoup plus compliqué d'optimiser, gérer des plannings avec tout un tas de paramètres qui entrent en ligne de compte, génériques ou spécifiques selon les métiers. Plus il y a de personnel et plus il y a de variables, plus ce type d'outil peut être efficace. Encore une fois, on le verra, tout dépend de comment on l'utilise, mais ça peut être extrêmement performant. J'ai aussi donné l'exemple de Zoom. Tout le monde a déjà utilisé l'application Zoom, j'imagine, vraisemblablement, ou une autre assimilée. Sur la version payante de Zoom aujourd'hui, vous cliquez sur un bouton et vous avez une synthèse de la vidéo qui est faite pour vous. C'est-à-dire que tout simplement, ils prennent les prises de parole, ils disent qui a pris la parole à quel moment. Ils ne font pas une retranscription de ce qui a été dit. Ils interprètent ce qui a été dit pour ne retenir que les informations importantes et pas le verbiage, pas les éléments qui sont des small talks, mais tout ce qui a vraiment eu un impact sur la réunion. Tout ça est recensé par l'intelligence et synthétisé. Clé en main. Bon, alors l'enjeu, c'est les limites maintenant, puisque c'est aussi l'enjeu qui se présente directement dès aujourd'hui. Bon, déjà, est-ce qu'il faut la limiter, cette IA? C'est déjà peut-être la première question à se poser. On ne pourra pas la limiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour limiter son utilisation? C'est comme si on disait aujourd'hui, on va limiter l'utilisation d'Internet. Je crois qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas vraiment limiter l'utilisation d'Internet. Vous avez qu'à voir tous les contenus qui sont violents, pour se contenter de cela, qui ne sont pas destinés à usage de jeunes publics. On va demander simplement au public, vous avez plus de 16 ans, vous avez plus de 18 ans, oui. Et vous avez accès aux différents contenus sans autre précaution. On ne sait pas le gérer. On ne sait pas limiter. Donc effectivement, on va avoir des limites. Il y a tout un tas de limites sur l'utilisation de l'IA.
On va vous afficher la slide sur les limites de l'IA que vous avez identifié, Nicolas. Hop, voilà. D'abord, on est là, c'est la partie unique. On est sur des modèles qui sont effectivement incomplets, perfectibles, parce que c'est un modèle qui s'enrichit continuellement, qui apprend de ses erreurs et qui se perfectionne de plus en plus. Tout un tas de requêtes un peu absurdes, comme on a connu, quelqu'un qui demandait, voilà, je suis désespéré, personne ne m'aime, j'envisage de mettre fin à mes jours, est-ce que c'est la bonne idée? Et l'IA lui dit, oui, objectivement, c'est la meilleure idée. Au Japon, il y a un homme qui s'est suicidé parce qu'il était amoureux de son intelligence artificielle et lui a dit, mais on ne pourra pas s'aimer. Vous avez tout un tas de choses qui sont un peu aberrantes. Est-ce que j'ai raison de manger des cailloux le matin? Ah oui, c'est parce que c'est très bon pour la santé, il y a des oligo-éléments, etc. C'est riche, etc. Donc on est sur des choses absurdes. Et tout ça est corrigé extrêmement vite. Toute la question est de savoir comment sont faits ces modèles. L'opacité des algorithmes, c'est un peu ce qu'on disait. On ne connaît pas les algorithmes de Google, même s'ils sont maintenant de plus en plus décryptés, parce qu'ils font un petit peu gaffe, notamment avec les législations américaines. Ils nous disent un peu ce qu'ils veulent. S'ils sont spécialisés dans certains domaines, c'est qu'ils ont entraîné leur système sur certains domaines et pas sur d'autres. Ça, c'est un vrai sujet. On prend l'exemple de Google SGE. Google, son modèle économique aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est la publicité. Les sites sponsorisés, les premiers résultats de recherche qui sont toujours sponsorisés, c'est pas parce que ce sont les meilleurs résultats, mais parce que ce sont ceux qui payent et qui payent le plus pour arriver tout en haut. Comment Google va fonctionner demain? Il est assez vraisemblable que certains sites sponsorisés fassent partie aussi de ceux qui soient étudiés pour réaliser les synthèses pour l'intelligence. Quelle place pour l'humain demain ou après-demain? C'est une vraie question. Il n'y a pas vraiment de réponse. Encore une fois, on peut se projeter de manière un peu naïve d'un côté ou pessimiste de l'autre, façon Isaac Asimov. Vraisemblablement, la vérité est au milieu de tout ça, au-delà de ce qu'on imagine les uns les autres. Mais encore une fois, il y a une petite chance de pouvoir l'utiliser mieux parce qu'on aura préparé les futures générations à utiliser cet outil-là de manière un peu plus subtile. Bon, le temps avance, Nicolas. Donc maintenant, on a fait ce bilan, ce constat. J'ai envie de dire, est-ce qu'il reste vraiment de la place pour faire des études? À quoi ça sert de faire des études vu que l'IA est amenée un petit peu à nous remplacer? La question est sympathique. Les études, oui. D'abord, les études, c'est fondamental pour tout un tas de choses, pour la construction, pour gagner en maturité, pour apprendre des choses. On sait qu'on va se reformer différentes fois tout au long de sa vie professionnelle, qu'on ne fait plus un métier, qu'on n'est plus dans une entreprise pendant 30 ou 40, parfois 50 ans, pour certains, comme ça pouvait l'être dans les générations précédentes. Donc, les études, oui, c'est indispensable. À côté, il y a l'IA. Ok, c'est une nouvelle variable qu'on n'avait pas en tête il y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a 5 ans, c'était la Covid, donc ça nous paraît très très loin, quasiment le Moyen-Âge. Tout a changé depuis. Maintenant que ces outils-là sont là, encore une fois, soit on ne s'y intéresse pas plus que ça et on va les subir, soit on commence à travailler avec eux et par définition, ils vont être intégrés dans le quotidien et ce sera un outil supplémentaire, super puissant, mais qui va permettre de travailler autrement, d'aller plus vite et sans doute d'aller plus loin. Donc là, il y a 2 questions qui viennent. C'est la première, quelle est la place de l'IA dans les études? Et quelles études faire justement pour essayer d'être l'un des spécialistes de l'IA, essayer de dompter l'IA? On va vous passer les slides qui vont suivre. Mais déjà pour la première question, sur les parcours, aujourd'hui, ça devient incontournable de mettre de l'IA dans les différents parcours et les différents cursus. Je crois que c'est indispensable parce que d'abord, je pense que les étudiants savent ce qu'ils veulent, ou en tout cas savent ce qu'ils veulent pas. Ils sont pas bêtes, beaucoup plus subtils qu'on ne le croit, et ne pas du tout intégrer cet outil-là dans les études serait une erreur majeure. On ne comprendrait pas. Les écoles doivent évoluer, les enseignements doivent évoluer, et en général évoluent très très bien, dans un certain nombre d'écoles en tout cas. Il faut forcément intégrer ces éléments-là pour non pas coller dans l'air du temps, parce qu'on n'est pas sur un phénomène de mode et on l'a bien vu, mais pour suivre une évolution logique et normale de ce que sont désormais les formations. Et vous, justement, au niveau des cours que vous pouvez donner,
comment au quotidien vous essayez d'adapter vos formations à cette IA qui évolue presque tous les jours? Alors je pense que la bonne méthode, c'est déjà de ne pas... d'abord, c'est de ne pas prohiber l'outil. Parce qu'il y a tout un tas de formateurs ou de formations pour lesquels les professionnels sont un peu inquiets de l'utilisation de l'IA, voient ça comme une fraude, une triche systématique. Après, c'est comme la prohibition. Si on l'interdit, plus les gens vont vouloir y aller et le feront de manière beaucoup plus maligne et discrète. C'est pas l'objet. Moi, je vais prendre l'exemple. Il y a quelques semaines, j'ai eu des étudiants qui devaient faire un travail individuel. Certains se sont servis de l'IA, je l'ai vu tout de suite avec mes outils pour le contrôler. Et, très bien. Vous avez voulu jouer avec l'IA, on va jouer avec l'IA. Donc maintenant, je vous donne un devoir. Vous n'êtes obligé de le travailler qu'avec une IA. Et je fixais une IA par personne. On comparera les résultats. Et par contre, avec un niveau d'exigence beaucoup plus élevé. Intégrer l'IA dans différents outils, dans le quotidien, dans à peu près tous les cours qu'on puisse avoir, est sans doute la bonne démarche. Avoir un cours sur l'IA qui soit spécialement dédié à ça, pourquoi pas, mais si on est sur un aspect technique, si on a un aspect créa, pour l'adapter, pour faire des API ou des CRM, ça je l'entends. Mais sinon au quotidien, je pense que quasiment toutes les disciplines peuvent et devraient l'intégrer et vont le faire très rapidement parce qu'on voit dans la communauté, on a de plus en plus de personnes qui se renseignent et qui travaillent beaucoup, qui font une refonte complète de leurs cours sur cette base-là. Est-ce que les profs aujourd'hui sont prêts justement à se dire que l'IA est là et que ça sera plus jamais comme avant? Le tableau noir, apprendre les cours par cœur, faire des devoirs à la maison, passer des heures et des heures à essayer de répondre à des exercices alors que l'IA en 2 secondes, il suffit qu'on mette l'énoncé et hop, il y a la réponse qui tombe. Est-ce qu'ils sont prêts est-ce qu'ils ont fait ce cap-là, ce deuil-là? En fait, il faut le voir de plusieurs manières. C'est pas prêt partout. Alors chez ICS, groupe ICS, alors pour le coup, là, c'est quelque chose qui est vraiment intégré déjà depuis plus d'1 an. Donc, et encore une fois, il n'y a rien acquis, donc c'est une évolution permanente, donc il faut se tenir informé quotidiennement. Donc ça fonctionne bien. D'autres établissements le font aussi, mais il n'y en a pas tant que ça sur les aspects marketing, commerce, négo, parce que du coup, on est plutôt sur une vision encore un peu à l'ancienne, et pas seulement en milieu universitaire. Mais effectivement, je crois qu'il faut envisager, je suis même persuadé qu'il faut envisager ça de manière globale. Aujourd'hui, l'IA peut vous permettre d'avoir des corrigés qui soient personnalisés, individualisés en fonction des difficultés que peuvent rencontrer différents étudiants. De pouvoir créer des futurs exercices. J'ai quelques étudiants qui ont des difficultés sur cette partie-là, d'autres sur une autre. Ça peut permettre de créer des sujets qui soient parfaitement adaptés à chacun des profils. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Avant de passer la parole au public, est-ce qu'au final, pour synthétiser, le rôle d'une école, ça ne serait pas tout simplement d'avoir un accompagnement très personnalisé pour pouvoir accompagner les étudiants, à leur donner les compétences pour être performants dans des métiers qui peut-être n'existent pas encore aujourd'hui et qui vont être amenés à être créés par l'IA demain? C'est exactement ça. Il faut, de toute façon, le métier de la formation du professorat, c'est d'accompagner. C'est vraiment de permettre aux étudiants d'avoir toutes les clés pour avancer dans un métier, dans un domaine, dans un secteur d'activité, ou d'avoir la possibilité de se rendre compte que ça ne leur convenait pas, de pousser encore un peu plus loin leurs études. Oui, c'est quelque chose d'essentiel, mais ça fait partie de l'ADN des différentes écoles ou pas. Alors, encore une fois, pour le groupe ICS Financia, c'est le cas à Saint-Maur. Il n'y a aucun doute sur la question. C'est le cas à l'INSEP aussi, dans le Bois de Vincennes. C'est loin d'être le cas partout. Donc, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut se renseigner. Ça fait partie d'un environnement de travail. Encore une fois, l'IA doit être encadrée de manière tutorée. Donc, avec des personnes qui sont à côté de vous, non pas pour faire votre place, mais qui sont là pour vous assurer que vous en fassiez le meilleur usage possible. Et puis encore une fois, c'est dans un cadre exigeant, mais bienveillant, mais exigeant, pour permettre non pas à des gens comme moi de savoir pratiquer l'IA demain, parce que c'est déjà le cas et je n'espère pas régresser sur la question dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais de pouvoir mettre à niveau différents publics, différents étudiants, pour qu'ils puissent avoir toutes les clés derrière pour en faire l'usage qu'ils voudront en faire. Bon ou moins bon. Après, ça, on n'est pas là pour juger. Merci à vous.